Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu différente où j'ai décidé d'utiliser un tableau pour un peu essayer de vulgariser les informations. Alors je prends un peu de temps sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle parce que je remarque que les scientifiques ne le font pas assez et c'est bien dommage parce qu'on a des mauvaises informations qui passent et parfois des informations qui sont dangereuses. Moi, en tant que scientifique, je pense qu'on devrait prendre quand même un peu de temps pour vulgariser, comme je fais par exemple sur Instagram, où à 23h du soir, j'ai décidé de faire une story en parlant d'isoprocène ou des espèces réactives de l'oxygène, donc un peu de biochimie. C'est toujours intéressant, mais ça permet aussi de vulgariser et d'aider certaines personnes à comprendre et à se dire, bon, bah, la vie n'est pas un code binaire et répond à plusieurs sujets complexes. Alors, je sais que cette vidéo ne sera pas appréciée par beaucoup parce que le syndrome de fatigue chronique n'est pas connu ici en France, SFC. Je vais le redéfinir. C'est très expliqué en fait par une médecine qui est à l'écoute du corps. Or, la médecine conventionnelle à l'heure actuelle n'est pas à l'écoute du corps, elle est plus à l'écoute des lobbies ou des industries pharmaceutiques, etc., qui ont un besoin de vendre par exemple certains médicaments ou certaines constantes. Donc, on n'est pas à l'écoute du patient. Dire que le syndrome de fatigue chronique existe, c'est dire que la médecine conventionnelle à l'heure actuelle est limitante et réductionniste. Donc ce qui est très problématique pour notre système de santé, parce que ça veut dire que notre système de santé est faux. Or, l'évolution doit se baser sur une métamorphose, ou plutôt dire sur une évolution, donc en se basant sur le passé, pour essayer de changer les dogmes, le paradigme, et tout ça, ça passe par forcément une radicalisation et effacer complètement les faits que l'on a vus pour évoluer. Ça marche comme ça, un peu comme tous les animaux, comme vous avez la chenille qui se transforme en papillon, bah, elle va laisser sa coquille pour se transformer en une nouvelle espèce qui va voler et qui n'aura pas les mêmes propriétés que la chenille, qui est totalement opposée. Donc il ne faut pas avoir peur de l'évolution, et là le fait de parler du syndrome de fatigue chronique, forcément ça va porter à confusion et ça va faire tilt chez certaines personnes, parce que le fait de parler du syndrome de fatigue chronique veut dire en fait que la médecine à l'heure actuelle n'est pas du tout bonne, et elle peut même être à l'opposé de la médecine holistique. Donc il y a une médecine fonctionnelle qui se veut à l'écoute et la compréhension des causes, et surtout l'écoute du patient, chose que l'on n'a pas à l'heure actuelle, puisque par exemple l'HAS ou autres veulent, pour des médecins, que les patients, on voit les patients beaucoup de médecins voient des patients sur une heure, ils en voient 8-10 par heure, parce qu'il faut être rentable. La médecine devient une rentabilité et plus un marché, un business, au lieu que la recherche de la santé du patient. Donc c'est très difficile. Je ne vois pas comment on peut arriver à suivre les 50 patients par jour, c'est pas possible. C'est du bricolage. Donc, je vais commencer, bref, alors par la définition de la fatigue chronique. Donc j'ai fait un article sur ce sujet, ce sera en bas, d'accord. Je vous incite aussi à jeter un coup d'œil sur Holistic Care. Donc c'est un petit groupe qu'on a créé avec médecins psychiatres, médecins cardio, de chercheurs à Pittsburgh et chercheurs à Harvard. On a décidé de se lier, de comprendre l'humain, sa complexité, donc voilà mon petit rappel. Donc la fatigue chronique c'est quoi? Alors syndrome de fatigue chronique dans les études, c'est une réduction de 50% des activités sur plusieurs mois, notamment par exemple sur 6 mois. Donc qu'est-ce que j'entends par réduction des activités? Donc ça peut être une réduction de l'activité physique, mais aussi psychique, le fait de moins de faire de vélo, d'aller moins se balader, aller faire les courses, d'aller dormir vers 16-17 heures alors qu'on n'a pas fait un travail d'effort, une perte de mémoire à court terme, à long terme, etc. C'est un syndrome de fatigue chronique qui revient à la longue. Ça a été décrit par Holmes en 1980, il y a beaucoup de médecins qui travaillent sur le syndrome de fatigue chronique, on en a énormément, et je pense que dans une vision beaucoup plus holistique, il faudrait puiser dans leur savoir, parce qu'ils ont donné toute leur vie sur des patients qui sont atteints de fatigue chronique, et ils l'ont expliqué de manière très scientifique et très propre. Alors on a le docteur Lowe, Kurland, Mercola, Hertog, Clé, Résimond, Nabé, Broda-Barnes qui a parlé aussi de syndrome de fatigue chronique pour ses patients. Je sais que Broda-Barnes s'occupe de la thyroïde, mais elle a traité certains patients de syndrome de fatigue chronique pour améliorer le traitement thyroïdien. Donc ça c'est pour la définition de la fatigue chronique. Le deuxième point, quelles sont les hormones de la fatigue chronique? Alors la principale hormone, pour faire très simple, de la fatigue chronique, c'est le cortisol. On vous dit que le cortisol est une hormone de stress. Tout le monde nous dit, vous allez chez le médecin, on vous dit le cortisol est une hormone de stress, donc il va falloir réduire le stress, il va falloir dormir mieux, faire un arrêt maladie, etc. Ce qui pèse aussi sur la sécurité sociale, alors que le cortisol
n'est pas une hormone de stress, c'est une hormone anti-stress. C'est-à-dire qu'elle va répondre à une situation stressante. Lorsque vous avez, je vais prendre l'exemple d'une attaque, le cortisol va se sécréter pour aller combattre en fait cette attaque. Je vais prendre mon exemple à moi. Lorsque j'ai parlé devant une panoplie de professionnels de santé, j'ai commencé à me sentir, mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer. J'ai commencé à bégayer, j'arrivais plus à trouver mes mots, etc. Alors ce n'était pas un problème, un excès de stress, c'était un problème de manque de stress. Lorsque vous avez du stress chronique, vous avez une fatigue en fait qui devient répétitive, mais vous avez aussi du mal à répondre donc à ces situations et vous pouvez avoir des symptômes comme l'irritabilité, un caractère un peu violent ou un refermement de la personne. Donc j'ai compris par exemple lors de ce dialogue avec les professionnels de santé que j'ai pu avoir que j'avais un manque de stress. Et en travaillant sur ça, j'ai pu réduire en fait cette confiance qui était clairement un manque de cortisol. Donc le cortisol est une hormone anti-stress. On parle de cette principale lorsqu'on parle de syndrome de fatigue chronique, en tout cas les médecins qui ont travaillé sur des sujets, des milliers de sujets. Mais pour moi, je pense que aussi, alors il y a aussi la DHEA, qui est une hormone sécrétée par les glandes surrénales, donc l'énergie des reins pour la médecine chinoise, qui n'est pas assez vulgarisée aussi en France, enfin en médecine conventionnelle. On a aussi, pour moi, l'aldostérone, qui est représentée dans la fatigue chronique, la progestérone, la testostérone. En fait, la syndrome de fatigue chronique, on peut l'expliquer par un épuisement, un down des hormones, une baisse des hormones, en fait, de manière chronique. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il faut voir dans l'ensemble pour comprendre le syndrome de fatigue chronique. Alors, je vais juste vite fait expliquer la physiologie avant de répondre aux autres questions. Il faut savoir en fait que tout se base sur le cholestérol, le fameux cholestérol qu'on a diabolisé, qui a été expliqué par exemple par le docteur Lorgeret, chercheur en CNRS et médecin cardiologue. Le cholestérol est la pièce maîtresse en fait de tout notre corps et ça va nous permettre de construire nos hormones. Alors, pour moi, on n'a que 5% d'élimination du cholestérol, c'est-à-dire que le cholestérol va être réabsorbé par le cycle entérohépatique, etc. pour permettre, je donne un exemple, de colmater une brèche au niveau des artères. On diabolise le cholestérol alors que le cholestérol est un système de tampons comme le calcium, etc. que l'on retrouve dans les brèches qui vont permettre de colmater. Parce que si vous n'avez pas de cholestérol, ben la brèche, vous saignez en fait, c'est une inflammation. Donc le cholestérol est un important précurseur de toutes les hormones et les personnes par exemple qui prennent des statines se sentent fatiguées. Pourquoi? Parce que les statines vont en fait couper le cholestérol et du coup ça va épuiser toute la chaîne de toutes les hormones qui ont été produites. C'est une vérité. Alors le cholestérol va se transformer en prénénolone qui est une hormone, on appelle ça la grand-mère, c'est un neurostéroïde fabriqué par les glandes surrénales, donc au-dessus des reins, qui va soit donner de la DHEA, soit de la progestérone. Alors j'ai vulgarisé, il y a plusieurs métabolites en fait, comme le sulfate de DHEA, etc. Donc la prénénolone, via une enzyme qu'on appelle la desmolase, va donner de la progestérone, qui est l'hormone de la gestation. C'est pour cette raison que les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, ont des meilleurs cheveux et une meilleure qualité de la peau grâce à la progestérone. Et c'est grâce à la progestérone qu'on va fabriquer du cortisol et de l'aldostérone. L'aldostérone retient l'eau. Et le cortisol, qui est l'hormone anti-stress, mais qui est quasi indispensable pour répondre à des situations stressantes. Vous avez en fait 3 enzymes à peu près, notamment la bêta-hydroxylase entre la progestérone et l'aldostérone. On a plusieurs enzymes et plusieurs cursus qui vont sécréter de l'aldostérone. On a la 18-oxydase pour la progestérone et l'aldostérone et la bêta-hydroxylase pour former du cortisol. Donc on a plusieurs réactions en chaîne. Alors là, c'est un exemple, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez produire avec beaucoup de progestérone, vous allez produire de l'aldostérone ou du cortisol, ça ne veut rien dire. Là, donc la prénénolone peut être convertie en DHEA, ensuite en androstérédione, testostérone, œstrone, DHT et œstradiol. Donc la testostérone va se transformer en DHT, en œstradiol ou en œstrone. Puis après, on aura une production, notamment des ovaires, qui vont sécréter de l'œstrogène, etc., de l'œstradiol,
de la testostérone par les gonades, les reins qui vont sécréter de l'aldostérone, notamment par le système angiotensine-aldostérone, et le foie qui va sécréter du cortisol. Donc, c'est une réaction en chaîne. Toutes ces hormones, en fait, sont sécrétées par le cholestérol. Si vous réduisez le cholestérol, vous réduisez toutes les hormones, notamment la testostérone. Donc, il faut manger du cholestérol, il faut manger du jaune d'œuf. Alors, je vais juste expliquer. Donc, en rouge ici, c'est le principe de l'adrenal gland. Tout ça, c'est à peu près les hormones sécrétées en majorité par les glandes surrénales, une partie par les glandes surrénales. Ça fait partie du système des glandes surrénales. Donc lorsque vous avez une fatigue de tout ce système. Généralement, chez beaucoup de personnes, on retrouve un taux de DHEA effondré ou un taux de prénone effondré, ou alors un taux de DHEA très élevé, un taux de cortisol très élevé. Et c'est là où ça devient paradoxal. Donc, je voulais juste revenir en fait sur un point. Lorsque vous avez, généralement, certaines personnes prennent de la préninolone, lorsqu'ils prennent de la préninolone, ils remarquent une augmentation de la libido qui est due en fait à une augmentation de la testostérone. Donc on peut augmenter de manière plus sûre la testostérone juste en augmentant la préninolone. Et on peut augmenter la testostérone en augmentant par exemple la DHEA qui est beaucoup plus proche dans la sienne, donc dans la chaîne et dans la cascade. Donc si vous voulez augmenter votre testostérone ou l'œstrogène, si vous êtes en carence d'œstrogène, parce qu'on a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle de testostérone et d'œstrogène, même si on a une carence en progestérone, vous augmentez la DHEA. Et si vous voulez augmenter peut-être la progestérone, vous augmentez la préninolone qui peut se convertir en progestérone, et si vous voulez augmenter le cortisol, vous pouvez augmenter la progestérone. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. C'est très très compliqué. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, on a plusieurs hormones, comme la 17-hydroxystéroïde, ici entre l'androsténédione et la testostérone. Donc ces enzymes, là je vais en mettre 3. Donc ces enzymes peuvent fonctionner au fil du temps. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un manque des enzymes et du coup la DHEA ne peut pas se transformer en testostérone et la prénone ne peut pas se transformer en progestérone, la progestérone ne peut pas se transformer en aldo ou en cortisol. Ayant fait le test d'une augmentation de la prénone à forte dose, je peux vous dire que j'ai eu une augmentation du cortisol, un peu de la testostérone, aldostérone, mais l'effet après se dissipe et le corps s'habitue. Et en fait, vous ne sécrétez plus en fait, assez de cortisol ou d'aldostérone, puisque le corps utilise en fait, la préninolone à d'autres fins et pas à une création de stéroïdes. Donc, ça c'était le premier point au niveau de tout ce qui est la réaction en chaîne. Voilà, il faut savoir que on a 2 points sur ça. Donc, progestérone, DHEA et préninolone qui est l'hormone maîtresse. Mais pour se supplémenter en préninolone, il faut vraiment demander un dosage et d'aller voir votre médecin pour dire la dose qui vous correspond, parce qu'un excès, hélas, peut vous faire perdre des cheveux, oui, puisque ça peut se convertir en DHT. Bon, certaines personnes pensent que la DHT n'est pas favorisée qui ne favorise pas la perte des cheveux. Alors moi, je pense que c'est une partie, ça favorise la perte des cheveux, parce que lorsqu'on est plus jeune, en fait, on a beaucoup d'hormones anabolisantes, on a beaucoup de DHEA, on a les enzymes, etc. Donc même si vous avez, par exemple, lorsque vous êtes jeune, un excès de cortisol, vous avez toujours un excès de DHEA, donc une hormone anabolisante qui va permettre de compenser et de reflouer l'eau dans les tissus. Donc vous avez toujours un système tampon, pareil pour la DHT, vous avez toujours une élimination. Par contre, lorsque vous êtes plus âgé et vous vieillissez, ben, vous n'avez plus le même principe en fait, tout s'effondre. Et aussi, les personnes âgées, lorsqu'on arrive on vieillit dans l'âge aussi, on a un manque de DHT. En fait, la perte des cheveux peut être aussi due à un manque de testostérone et plus à un excès de DHT en fait. Vous avez un excès de DHT par rapport à la testostérone qui vous fait perdre des cheveux peut-être, ou un excès de cortisol. Il y a vraiment, je ne suis pas expert en ça, c'est juste quelques études que j'ai lues avec Ayrton. Donc voilà la réaction en chaîne. Je vais juste effacer ça pour vous expliquer un truc. Alors, comment savoir si vous êtes en stress chronique? Donc en fait, c'est vérifier toutes ces hormones. Si vous avez des fluctuations bizarres en toutes ces hormones et que vous êtes fatigué, ça peut être une cause de fatigue chronique. Alors, lorsque vous prenez le cortisol, vous pouvez avoir un taux de cortisol qui est bas et un taux de DHEA. Généralement, c'est ce qu'on mesure qui est bas. Là, vous pouvez avoir un syndrome de fatigue chronique. Pour certains médecins holistiques et fonctionnels, ils vont vous dire que vous avez un syndrome de fatigue chronique, où ils vont juste mesurer la DHEA
et ils vont dire si la DHEA est effondrée, alors le cortisol est effondré. Et si le cortisol est effondré, alors la DHEA est effondrée. Donc lorsque vous prenez par exemple de la DHEA, alors vous pouvez avoir une augmentation du stress, donc du cortisol, ou une diminution du cortisol parce que la DHEA est aussi une hormone anti-stress, aussi par rétrocontrôle, donc c'est dans les deux sens. Donc généralement, dose cortisol, donc métabolique du cortisol, j'en ai parlé dans mon article, et DHEA. Donc voilà pour ça. Alors je voulais expliquer en fait le décalage du cortisol. En fait, le problème aussi qu'ont les patients qui sont fatigués chroniques, c'est qu'ils ont un décalage du cortisol, et ça c'est intéressant, je l'ai expliqué dans ma story Instagram. En fait, vous avez les patients généralement qui se lèvent le matin, donc on va faire 8h, midi et 20h. Vous avez un pic le matin pour vous réveiller qui est antagoniste à la mélatonine, qui est une hormone du sommeil. Donc vous avez le pic le matin pour vous réveiller, on est d'accord. Puis un petit pic en milieu d'après-midi, un tout petit pic le soir, et après vous allez dormir, donc c'est très très bas. Ça c'est le cortisol. Par contre, ceux qui ont un cortisol qui est décalé, le décalage du cortisol, vous avez la même chose, sauf que vous avez ça toute la journée et ça, en fait. Donc à 20h, vous avez une augmentation du cortisol vers 22-23h. C'est pour cette raison que ceux qui ont une fatigue chronique, c'est pas forcément une carence en cortisol, c'est un problème de décalage de cortisol. Donc on a un problème aussi, ce qu'on appelle de rythme circadien. Donc ça influence le rythme de l'expression de nos gènes et ça influence aussi nos hormones, qui est très importante. Donc vous avez un décalage du cortisol, mais ce qui va se passer, c'est que le cortisol est indispensable pour le métabolisme énergétique, puisqu'il va permettre aussi, si vous voulez, d'apporter le flux vers les capillaires, que ce soit cheveux, ongles, etc., mais aussi de digérer et d'extraire les sucres de beaucoup d'aliments glucidiques et d'éviter le ballonnement. Lorsque vous manquez de stress, ça peut être un manque lorsque vous avez un problème de digestion, ça peut être un manque de cortisol parce que vous n'arrivez pas à digérer. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui sont soi-disant stressées un peu sous adrénaline perdent du poids parce qu'ils carburent, leur métabolisme est très très élevé. On a beaucoup de personnes qui sont très très minces et qui sont très minces et qui mangent beaucoup et leur métabolisme tourne bien. Pour vous dire que voilà, c'est un ensemble. Donc, le problème de ce pic en fait, de cortisol, c'est que ça vous empêche de dormir et que le matin vous levez comme un légume cuit. Et il y a aussi le problème ceux qui font des hyperglycémies. Alors des fausses hyperglycémies en fait, c'est dû en fait à un excès de stress le matin qui est surélevé, supraphysiologique, qui va créer en fait une faim. Donc vous pouvez avoir faim le matin. Et en fait, c'est dû juste à un excès de cortisol. Et si vous mesurez votre glycémie, vous allez voir que votre glycémie est élevée le matin, elle peut monter à 0,90 g, mais ce n'est pas dû parce que vous avez mangé beaucoup ou une résistance à l'insuline. Ça veut juste dire que vous avez un excès de cortisol à ce moment-là. Ensuite, quatrième question. Dépression et syndrome de fatigue chronique. Alors, le syndrome de la fatigue chronique se chevauche avec la dépression. Beaucoup de médecins comme Hertog, etc., Clé ou même Mercola disent, ou Norbert Kurland, qui est un médecin que j'admire pour ses travaux, disent que la dépression et la fatigue chronique sur certains signes cliniques se chevauchent. Lorsque vous êtes fatigué chronique, vous allez voir un psychologue ou un psychiatre et on vous dit c'est dans la tête, voir si un psychiatre vous prescrive des antidépresseurs, etc. En vous disant c'est une maladie psychiatrique. Sauf que en fait, la dépression ne va pas jouer sur l'activité physique ou sur la fatigue lors de l'activité physique. Une personne qui est fatiguée chronique ne pourra pas faire de l'activité physique. Par contre, une personne qui est un sujet qui est un problème de dépression pourra faire classiquement de l'activité physique. Il a juste un problème psychologique, vous comprenez? Donc, ce sont des signes cliniques qui se chevauchent et c'est là où le professionnel de santé doit absolument analyser toutes les constantes pour voir quel est son résultat. Donc faites attention, ne prenez pas des antidépresseurs pour juste un syndrome de fatigue chronique. Moi j'ai été fatigué chronique en connaissance de cause, je n'ai pas pris d'antidépresseurs. Par contre, lorsque j'avais 16 ans, j'étais fatigué chronique, je suis allé voir mon médecin, il m'a donné des antidépresseurs
Pourtant, j'ai pas de symptômes, quoi. J'étais juste fatigué d'être fatigué. D'où le livre de Benoît Clé sur l'hypothyroïdie sur ce sujet. Donc, ne prenez pas d'antidépresseurs pour une fatigue chronique. Analysez bien et dites-vous pourquoi je suis fatigué et est-ce que c'est en lien avec la dépression. On peut être en dépression après un syndrome de fatigue chronique parce qu'on se dit c'est dans ma tête et puis tout le monde nous dit non mais vous êtes jeune, vous avez rien ou c'est dans ma tête, c'est le côlon irritable qui fait ça. Non. Il faut bien différencier dépression et syndrome de fatigue chronique, je l'ai expliqué dans mon article et faites des prises de sang pour les professionnels de santé, beaucoup de médecins je sais qui m'écoutent, faites des prises de sang, vérifiez tout ça, analysez et puis essayez de trouver une alternative avant de mettre des médicaments qui sont quand même extrêmement forts et extrêmement riches en effets secondaires. Ce qu'on recherche, c'est le patient, le bienfait du patient, et non pas sa descente aux enfers. Donc l'autre question, c'était est-ce que le manque de stress peut créer des crises de boulimie? Alors ça, c'est très essentiel, et des troubles du comportement alimentaire. Alors je ne suis pas spécialiste en troubles du comportement alimentaire, donc je n'ai pas parlé sur ce sujet. Sophie Rasson discutera sur ça, notamment le 28 à Aubagne, je ne sais pas si la vidéo sortira avant. Alors, lorsque vous faites en fait, lorsque je vous ai expliqué tout à l'heure que les personnes qui ont un stress qui est supraphysiologique le matin ont faim, d'accord? Bon, là on est ok. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai dit que les fatigués chroniques, donc les SFC, syndrome de fatigue chronique, ont un problème de cortisol le soir. Le matin, lorsque vous avez un taux de cortisol qui est élevé, vous avez faim. Ceux qui n'ont pas faim le matin, ça peut être dû à un manque de cortisol, parce que le cortisol consomme de l'énergie aussi, donc il a besoin aussi d'énergie. Donc si vous êtes fatigué, vous avez un décalage du cortisol le soir, et du coup vous aurez faim le soir en fait. Vers 22-23 heures, vous aurez faim et vous aurez du mal à dormir. Est-ce que ça peut créer des crises de boulimie? Oui. Alors j'ai une patiente tout à l'heure qui m'appelle, qui me dit alors je manque. Alors elle a un taux de cortisol urinaire qui est très bas, des métabolites du cortisol qui sont très bas. Ça a été confirmé par le médecin. Il me dit vous avez un problème au niveau du cortisol, etc. Donc une écho, alors un scanner des glandes surrénales est peut-être prévu. Et ensuite, elle mange pour compenser le manque de stress. Parce que pourquoi? Lorsque vous êtes en manque de stress, la seule chose que le corps veut, en fait, c'est manger. Pourquoi? Lorsque vous mangez, surtout du sucré, en fait, vous avez des coups de pompe vers 16-17 heures, des chutes de tension artérielle, puisque l'aldostérone est dérivé aussi du cortisol. Donc, lorsque vous manquez de cortisol, vous manquez d'aldostérone. Elle retient l'eau, donc vous avez des chutes de tension. Et vous retenez moins le sodium. C'est pour ça que lorsqu'on jeûne, c'est bien de saler un petit peu avec du sodium pour comprendre ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, elle avait des envies de sucrer. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous avez un manque de stress, donc je vais mettre manque de cortisol, vous avez envie de manger du sucré. Pourquoi? Pour sécréter de l'insuline en fait et faire augmenter le cortisol par rétrocontrôle. Voilà. C'est juste par rétrocontrôle. Donc vous sécrétez du cortisol juste par rétrocontrôle. En fait, vous videz vos réserves. Donc, à mesure que vous faites des hypoglycémies, à mesure que le stress augmente. C'est bien ça le problème. Et c'est le gros problème en fait des fatigués chroniques. C'est qu'ils font des hypoglycémies. Ils font des hypoglycémies qui créent du stress en fait. Alors qu'ils sont en manque de stress. Donc on aurait manque de stress, crée hypoglycémie crée stress. Je vais bien le marquer devant, comme ça vous voyez. Donc vous avez manque de stress, on est d'accord? J'aurais dû faire un live. Manque de stress, donc hypoglycémie, et création de stress. Donc en fait, le problème il est là. Les gens me disent je fais des hypoglycémies, alors on me dit manger des glucides. Pourquoi faudrait-il manger des glucides? De toute façon, ils mangent des glucides, ils font des hypoglycémies. C'est ça le problème. Donc les hypoglycémies sont créées alors qu'ils mangent de toute façon normalement. Ils ont un équilibre énergétique tout à fait parfait. En fait, ils font des hypoglycémies même réactionnelles après un repas. Donc arrêtez de dire qu'il faut consommer des glucides pour maintenir la glycémie, ça ne veut rien dire. Ce genre de personnes créent des hypoglycémies sans changer l'apport énergétique. C'est juste psychologique et physiologique en fait. Ils ne contrôlent rien du tout. Donc ils font des hypoglycémies, créent du stress. Mais ce stress crée quoi? Ça vide les réserves de stress.
Donc vous avez, il est pas mal ce schéma, vous avez manque de stress, hypoglycémie, stress vide les réserves de stress. Donc vous avez un réel problème dans la gestion du stress. Et tout ça, c'est la gestion du stress. Et tout ça crée encore le syndrome de fatigue chronique. Voilà, moi je trouve pas mal ce schéma, je vais même bien écrire pour après faire stress, vide les réserves de stress, donc moins, et donc SFC. Voilà, comment se crée en fait le stress. Donc c'est une boucle fermée, hein. Vous pouvez rien faire. Hein. Donc si ça va stimuler ça, et ça stimule ça, et donc vous pouvez rien faire. Donc, et là, le problème, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est là le problème. Mes chers confrères, vous vieillissez. Voilà, je l'ai vécu, hein. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai vécu. Vous vieillissez. J'ai fait tous les dosages. Hein. Sur beaucoup de patients, vous vieillissez. Donc vous vieillissez non pas parce que vous mangez trop ou vous mangez peu, parce que vous manquez de stress. Donc, au lieu de traiter l'hypoglycémie, au lieu de traiter le stress, au lieu de traiter vider les réserves ou le syndrome de fatigue chronique, il faut traiter le manque de stress. Bon, c'est passionnant. On est déjà presque à une demi-heure. Alors, dépression et SFC, donc voilà, on a parlé de ça, manque de stress et crise de boulimie, donc tout ça, ça crée en fait une prise de poids. Le problème, c'est que ça crée une prise de poids. Pourquoi une prise de poids? Parce que les hypoglycémies vont aussi augmenter lorsque vous allez manger l'insuline, qui va stocker, et ça va augmenter la résistance à l'insuline, et toute une panoplie de cascades enzymatiques. Donc vous allez grossir parce que vous manquez de stress. Donc pour faire simple, manque de stress égale prise de poids. Alors, et c'est là où ça devient intéressant. On me dit qu'il faut arrêter de stresser. C'est bizarre de dire ça en fait pour des gens qui ne savent pas ce que c'est. Être un légume cuit toute la journée, c'est bien, mais ça sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que votre métabolisme diminue. Ça, je vais en reparler lorsque je parlerai de thyroïde. Donc, les coups de pompe après les repas, par exemple vers midi 13h, les coups de pompe vers 16-17h, sont dus à un manque de stress. Pourquoi? Parce que c'est là où ça doit vous faire tilt. Lorsque vous avez un taux, imaginons, on va mettre un 10 de cortisol, okay, sur 20. Donc vous êtes déjà un peu bas. Lorsque vous allez manger, vous réduisez votre stress. C'est pour ça qu'on vous dit le jeûne augmente le stress. Oui, ça augmente le cortisol, mais c'est une arme anti-stress. Le jeûne augmente un anti-stress. Le cortisol. On se sent bien avec le cortisol. Pour Hertog dit c'est une hormone anabolisante. Donc le stress ne nous fait pas grossir. C'est la mauvaise gestion du stress qui nous fait grossir. Donc on a le cortisol. Lorsqu'on mange, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsqu'on mange, repas, on va dire midi, le cortisol donc, est là, puis va descendre à 5 sur 10. Okay, donc vous allez vous retrouver dans le brouillard le temps que ça remonte à 10. Donc ça peut durer de 10 jusqu'à 17 heures en fait. Donc ce que ressentent en fait les fatigues chroniques, c'est cortisol tout à fait normal. Imaginons un jeûne, lorsqu'ils sont en jeûne le matin, enfin en moyenne, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà un peu bancals. Et là, comme ils ne mangent pas, ils n'ont pas une diminution du stress. Lorsqu'ils mangent, forcément le stress diminue, c'est normal, ça nous apaise. Ça diminue à 5 sur 10, imaginons. Et ça remonte tout doucement en fonction de la faculté de chacun, en fonction des réserves que vous avez fait, pour arriver jusqu'à 17 heures, en fait, par exemple. Et vous êtes dans le brouillard, en fait. Vous êtes dans le brouillard pendant toutes ces heures. Vous avez du mal à vous concentrer. C'est très difficile de vivre le syndrome de fatigue chronique, parce que j'ai beaucoup de médecins qui me disent en fait, je ferme le cabinet et je vais dormir. C'est très très difficile, et beaucoup sur les hypothyroïdiens, puisque 70% des hypothyroïdiens, selon ces médecins holistiques, ont des problèmes de glande surrénale, et selon Norbert Kurland. Donc, vous avez à 17h, et puis après 17h, faites une collation, et ça rediminue, et donc ça revient à... C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc c'est quasi impossible à comprendre, c'est très difficile. Et je pense que ce qui va différencier ça, c'est l'écoute clinique du patient. Donc voilà, c'est ça les symptômes en fait, c'est les symptômes de baisse et de hausse. C'est pour cette raison que les gens qui sont fatigués, lorsqu'ils jeûnent, étant donné qu'il est à 10,
en fait, ça va rester lors du jeûne même, ça va augmenter en fait. Ça va monter à 12, à 15, etc. Ou lorsque vous prenez du soleil, ça monte à 12, à 15, etc., voire 18. Et plus vous régénérez vos glandes surrénales, plus ça va monter et plus c'est bénéfique. Et en fait, pourquoi? Parce que vous allez faire des réserves de cortisol. Vous comprenez? Vous faites des réserves de cortisol. Lorsque vous allez au soleil, vous allez faire des réserves de cortisol. Je ferai bien une partie 2 parce que j'adore ça. Alors, je voulais juste dire que mes conférences, c'est aussi passionnant que ça avec tous les problèmes de santé. Bon. Donc, le manque de stress fait grossir l'histoire de la thyroïde. Alors, moi, je ne comprends pas, en fait. Sur beaucoup de sujets, on parle de thyroïde. Alors, on a des forums qui s'ouvrent avec des milliers de patients, mais des milliers de personnes qui parlent de thyroïde, sur Yuka ou forum thyroïde, etc. Et personne ne trouve la solution. Les gens ne sont pas écoutés. Je vous en conjure, s'il y a des médecins qui m'écoutent, faites un petit peu attention. Essayez de regarder le patient, l'écoute du patient, et se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon diagnostic. Beaucoup de patients souffrent, je peux vous jurer que c'est une souffrance. Je l'ai vécu et beaucoup de gens l'ont vécu. Donc, le problème de thyroïde. Alors, lorsque l'on a un problème de thyroïde, en fait, vous expliquez, comme je vous l'ai dit, qu'on a dit 70% des patients qui ont dysthyroïdie, ou on va passer sur l'hypothyroïdie, ont des problèmes de surrénal. Parce que, je vous l'ai dit, la DHEA, la préninolone, sont sécrétés par les surrénales, comme le cortisol qui est sécrété par les cortisols, comme la progestérone par les surrénales, etc. Après, on a les gonades, etc., les ovaires qui viennent foutre leur truc. Mais c'est 70% des hypothyroïdiens ont des problèmes de surrénales. Et c'est là où ça devient complexe. Je parle aux patients hypothyroïdiens, traitez vos glandes surrénales avant de traiter l'hypothyroïdie. J'ai eu beaucoup de patients sur ce sujet. Ceux qui m'écoutent savent que ça marche très très bien. Et les médecins avec qui je travaille savent qu'on s'en sort très très bien. Donc, traiter avant les glandes surrénales, avant de traiter l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que les surrénales, en fait, l'hypothyroïdie, ce que c'est que la thyroïde, pour faire simple, c'est le compartiment en fait des mitochondries. La thyroïde va agir en fait sur la cellule pour qu'elle augmente son rendement, en fait. Mais pour que la thyroïde puisse faire ça, il faut les glandes surrénales. Et les glandes surrénales doivent aider en fait, parce qu'elles augmentent le rendement énergétique, elles suivent la thyroïde, pour faire augmenter en fait l'énergie du corps et le métabolisme. Et donc, le gros problème, c'est que si vous avez une diminution des glandes surrénales, la thyroïde ne peut pas suivre. Pourquoi? Prenez l'accélérateur d'une voiture, on avait fait un schéma avec Pierre, etc. Lorsque vous accélérez, vous avez besoin de passer les vitesses. Mais si vous n'accélérez pas, la glande surrénale, vous ne passez pas les vitesses, vous ne pouvez pas accélérer. C'est pareil. Et que se passe-t-il si on met un traitement thyroïdien? Si vous mettez un traitement thyroïdien, vous mettez du plus partout. Vous êtes d'accord? Vous demandez à votre corps d'aller plus vite. C'est ça la thyroïde. C'est quoi les symptômes d'une insuffisance thyroïdienne, d'une insuffisance d'hormones thyroïdiennes? Fatigue, frilosité, etc. Donc si vous augmentez le métabolisme, vous augmentez la digestion, vous augmentez le travail psychique, vous augmentez aussi la combustion des vitamines, plus vous consommez des glucides, plus il vous faudra de vitamine C et de vitamines du groupe B. C'est aussi simple que ça. Le cycle de Krebs utilise de la vitamine C. Donc plus vous avez besoin de tourner, plus vous avez besoin de vitamine C. Donc ça fait plus. Mais si vous ne passez pas la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Roulez à 100, roulez à 120 en deuxième, qu'est-ce qui va se passer? Votre voiture casse. Donc ça casse, et donc vous tombez pire qu'avant. Vous reculez en arrière en fait. Et généralement, les gens qui prennent des traitements thyroïdiens, alors je ne parle pas des T4 seuls, de la L-thyroxine seule, ceux qui prennent des traitements thyroïdiens, généralement ne traitent pas les glandes surrénales. Ceux qui prennent qu'un traitement T4 ne vont pas épuiser trop les glandes surrénales. Par contre, ceux qui prennent T3 ou T3, T4 vont demander aux glandes surrénales plus d'énergie. Et j'ai beaucoup de personnes sur un forum, par exemple, de Répit, Répit qui a parlé aussi des problèmes de thyroïde, qui est un biologiste qui a étudié tout ça aussi,
qui a des pensées extrêmes, mais je pense que, comme je dis, la pensée complexe regroupe, donc on doit regrouper toutes les personnes. Beaucoup de personnes sur ce forum consomment des tonnes de traitements thyroïdiens sans avoir aucun résultat. Ça peut aller du 150 T4 et 25 et 100 et 50 T3 alors qu'ils n'ont aucun effet, ils tombent pire en température. Donc vous êtes à 36,8, allez, à 36,2 sous les selles sans traitement thyroïdien, vous instaurez un traitement thyroïdien et vous tombez à 35,3 ou 35,6. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que plaignent sur beaucoup de forums, parce qu'ils n'ont pas compris que ça. Et lorsqu'on leur parle de mettre un peu d'hydrocortisone ou mettre un peu de ou traiter les glandes surrénales ou agir sur les glandes surrénales, là ils se disent c'est pas d'accord. Mais la glande thyroïdienne ne fonctionne pas seule. L'humain est une fonction. Là j'ai parlé des reins. L'aldostérone est sécrétée par les reins. Si vous n'avez pas assez d'aldostérone, vous ne pouvez pas supporter votre traitement thyroïdien. Donc la glande thyroïdienne est un ensemble de reins, de foie, il faut avoir un foie en bonne santé, de surrénal. Et si vous traitez ça, probablement que votre traitement thyroïdien va diminuer. Donc s'il y a des professionnels de santé, au lieu de devenir cytotoxique, vous aurez besoin, au lieu de 100 T4, vous aurez besoin de 5 T4. Pourquoi? Parce que vous avez restauré la synergie des autres organes. C'est ça la complexité, le complexus. Donc, on peut faire un problème d'hypo sévère et de problèmes de thyroïde très très sévères. Et donc, pour moi, mon conseil, c'est de traiter les glandes surrénales. Alors, comment on peut traiter les glandes surrénales? Déjà, c'est changer d'hygiène de vie. Changer d'hygiène de vie, manger des aliments bruts, ne pas manger des aliments enrichis. Arrêtez avec vos histoires de sans sucre, sans sel, sans gras. Qu'est-ce qu'on mange alors? Des calories vides. Voilà, il est bien là le problème. Si on se base sur ça, on mange aucun aliment, puisque l'aliment peut être sucre, gras, etc. On mange aucun aliment. Mais ce n'est fait que pour les industries agroalimentaires. Donc ce sont des questions qui sont évidentes. Donc changer d'hygiène de vie, alors c'est tous les jours, d'accord? C'est le changement d'hygiène tous les jours, absolument. Et puis manger des aliments bruts. Alors le fructose, une molécule du sucre, une partie de molécule du sucre contenue dans les fruits. J'ai pas dit que les fruits étaient contenus de fructose, mais le fructose permet de convertir la T4 en T3. Oui, c'est vrai. Je peux vous le confirmer. Je l'ai fait sur moi-même, ça permet de convertir. Mais les personnes qui ont un problème, c'est là où je vais venir sur ça. Donc, il faut consommer des fruits. Donc, le fameux répit dit de consommer des fruits, c'est vrai. Mais pas 3 litres de jus d'orange. Okay. Le problème de consommer des fruits, de consommer du fructose, c'est que si vous êtes en hypothyroïdie, donc la thyroxine et la triiodothyronine, votre activité thyroïdienne diminue, donc vous pouvez avoir donc une diminution de la conversion, mais aussi des triglycérides plus. Vous avez une stéatose, généralement une hépatomégalie, parce que vous n'arrivez pas à stocker en glycogène. Donc si vous mettez trop de fruits, par exemple, pour certaines personnes, trop de fruits, vous allez stocker en triglycérides. Il est où le paradoxe maintenant avec les fatigués chroniques? Les fatigués chroniques, on avait vu, pour faire simple, que ça c'est le normal, donc 8h, midi, 20h, et ça c'est le fatigué chronique. On est d'accord? Bon, je parle d'une question de fruits, mais vous pouvez manger des fruits, c'est pas ça le problème en fait. On va dire que vous allez manger des aliments très riches en glucides. Si vous mangez des aliments très riches en glucides, du riz, du sarrasin, du pain, même si je ne conseille pas du pain, des pâtes, beaucoup de fruits, de jus d'orange, etc. Vous n'avez pas assez de cortisol pour digérer les aliments, puisque le cortisol va permettre d'extraire les sucres, tous les sucres, en termes biochimiques, des aliments. Vous n'avez pas assez de stress, et comme je vous ai expliqué, si vous donnez des glucides,
ben, le stress va diminuer. Ce qui n'est pas le cas avec des protéines et des graisses. Et généralement, dans un aliment, on n'a pas le mélange des deux. On a soit alimentation, soit protéines, graisses, soit sucre, par exemple des fruits, vous avez beaucoup de sucre, majoritairement. Et dans la viande, vous avez des protéines, vous avez un peu de sucre, mais vous avez beaucoup de protéines. Vous avez des protéines, des graisses, etc. Donc si vous mangez beaucoup de glucides, vous pouvez avoir en fait une diminution encore pire du cortisol. Mais c'est bien là le problème entre l'hypothyroïdie et la fatigue surrénale, parce que il faut avoir du fructose pour une bonne conversion. Alors je vois beaucoup sur des forums, ils disent qu'il faut avoir du sélénium, etc., des noix, oui, il faut avoir des noix du Brésil, du sélénium, du zinc, etc. Mais par contre, un peu de fructose permet de convertir. Un petit peu en tout cas. Mais c'est là où ça rend problème si la fatigue chronique et l'hypothyroïdie se chevauchent en fait. Bah, ça devient compliqué de traiter. C'est l'infini en fait. C'est vraiment un circuit fermé. Vous ne pouvez pas rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire aux gens ne conseille plus d'aliments riches en glucides.